Bonjour, au micro Philippe Meyer, comme on disait autrefois à la radio. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi vous êtes fidèle au rendez-vous du Nouvel Esprit Public, je viens juste vous rappeler que votre soutien nous est indispensable et que jusqu'au 31 décembre, vous pouvez bénéficier d'une défiscalisation de 66% si vous êtes un particulier, 60% si vous êtes une entreprise. Rendez-vous sur notre site, cliquez sur l'onglet Soutenez-nous, merci. Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public que nous enregistrons à l'auditorium Jacques Lanoé du pôle culturel des Coévrons à Évron, où nous avons été invités par le président de la communauté de communes de Coévrons et maire d'Évron, monsieur Joël Balandreau, que nous remercions de son invitation. C'est la première sortie hors les murs du Nouvel Esprit Public et nous espérons qu'il y en aura beaucoup d'autres. Nous sommes partenaires de la communauté de communes, donc je l'ai dit, des Coévrons, mais nous sommes aussi partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « L'hôpital en état d'urgence ». Et il est ainsi chapeauté, alors que l'augmentation du nombre de cas de Covid fait craindre un nouvel hiver sous tension, les regards se tournent encore une fois vers ces blouses blanches qu'on n'applaudit plus aux fenêtres depuis longtemps. Ce numéro du 1 vous propose un portrait en coupe de l'hôpital public pour mieux comprendre les motifs de colère et d'exaspération des soignants, de plus en plus nombreux à fuir une institution où les conditions de travail sont jugées éprouvantes, les salaires peu attractifs et le manque de reconnaissance certain. Plus largement, il s'agit aussi de mesurer les enjeux financiers, les rapports avec le privé ou encore les conséquences concrètes de cette crise pour la santé des Français. En creux, c'est la philosophie même du soin qui se trouve en question, tiraillée entre service public et rentabilité économique. Dans notre BADA, si c'est pour la culture, on l'a déjà donné, nous avons mis en ligne mercredi dernier la seconde partie d'une conversation avec Patrick Frémaux, producteur de concerts, puis éditeur de disques, spécialisé dans les documents sonores, les textes, le patrimoine parlé, le livre audio. Donc Patrick Frémaux, notre BADA, mise en ligne mercredi dernier, deuxième partie. Et nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité avec Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, avec Lucille Schmid, du comité de rédaction de la revue Esprit, et avec Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. Nous commencerons par nous intéresser à cette coalition rouge-vert-jaune qui traduit la méthode allemande de gouvernement. Après moins de 2 mois de négociations, les Verts, les sociodémocrates du SPD et les libéraux du FDP se sont entendus le 24 novembre en Allemagne sur un contrat de coalition de 177 pages, baptisé « Oser plus de progrès, Alliance pour la liberté, la justice et la durabilité ». Ce contrat a pour priorité immédiate la relance et la réorganisation de la lutte contre l'épidémie autour de l'obligation vaccinale, alors que le pays connaît une flambée des contaminations. Mais ce programme de gouvernement concerne la lutte contre le changement climatique et la limitation de la hausse des températures à 1,5 degré, qui devient un objectif général pour les ministères de l'Agriculture, du Logement et de l'Énergie, la couverture de 80% de la consommation d'électricité par des énergies renouvelables est prévue dès 2030, contre 40% aujourd'hui. La coalition insiste sur la nécessité d'investir massivement dans la modernisation du pays, dont les infrastructures, en particulier numériques, sont vétustes, un plan d'investissement sans hausse des impôts et du déficit.
Le contrat prévoit 2 mesures sociétales auxquelles seront sensibles les jeunes, principal électorat des libéraux et des Verts, le droit de vote à partir de 16 ans et la légalisation du cannabis en distribution contrôlée pour les majeurs. Les 3 parties s'accordent également sur une hausse du salaire minimum de 9,35 € à 12 €, sur la réforme des retraites et sur la construction de 400 000 logements par an. En Europe, le nouveau gouvernement souhaite s'engager dans une politique volontaire et active. Il ouvre la voie à une révision du pacte de stabilité et prévoit de consacrer 3% du PIB à l'action internationale, ce qui est compatible avec la hausse de l'effort de défense. Le contrat de coalition est une tradition allemande qui remonte à 1961. C'est un document qui n'est pas juridiquement contraignant, mais sous la dernière grande coalition de la chancelière sortante, Angela Merkel, seulement 20% des objectifs inscrits en 2018 dans le contrat liant la CDU-CSU au SPD n'ont pas été réalisés. Sur cette question, Marc-Olivier Padis. Pour comprendre l'importance de ce contrat, il faut remettre un peu en perspective. Donc, rapidement, comme tout le monde a suivi, Angela Merkel va quitter le pouvoir après 16 ans d'exercice, où elle a gardé une cote de popularité extrêmement enviable pendant toute cette période et garanti une stabilité au cours d'années qui ont été marquées par de nombreuses crises. Après cette élection, la CDU est affaiblie. Évidemment, il y a un besoin de renouvellement qui est important en Allemagne après cette très longue période de Merkel. Et d'ailleurs, les jeunes électeurs et les primo-votants, donc ceux qui ont voté pour la première fois, ont donné en majorité leur voix aux Verts et au FDP, qui étaient les 2 partis qui n'étaient pas dans les coalitions précédentes. Et puis, il y a eu le sentiment en Allemagne qu'il y avait vraiment un besoin de renouvellement, pas seulement du personnel politique, mais aussi de la manière de faire, avoir des politiques plus ambitieuses, afficher des objectifs de haut niveau, alors que Angela Merkel n'aimait pas annoncer des programmes, des grandes perspectives, faire des grandes promesses. Elle a plutôt bien géré des crises, mais sans donner vraiment des perspectives au pays. C'est pour ça que le thème de l'investissement dans l'avenir est extrêmement important dans ce contrat de coalition, avec le sentiment, qui est documenté par des économistes, que le pays a peu investi dans un certain nombre d'infrastructures fondamentales, et notamment le contrat de coalition souligne l'importance de la connexion numérique, des ambitions pour la fibre, par exemple, alors que le pays est très en retard, par exemple, par rapport à la France. Donc, les électeurs ont manifesté un choix de changement, d'évolution, et pourtant ils ont choisi le candidat Olaf Scholz, le leader socialiste, le plus en continuité qu'on pouvait imaginer avec Angela Merkel, quelqu'un de très modéré, de très prudent aussi dans son expression. Mais cette prudence a sans doute payé parce que dans ce contrat de coalition, il a été visiblement bien négocié. Il n'y a pas eu de fuite dans la presse, il n'y a pas eu de tumulte dans les négociations, en tout cas perçu de l'extérieur. Et puis surtout, il est arrivé plus vite que prévu. Quand les élections législatives ont eu lieu, tout le monde se demandait si l'Allemagne aurait un gouvernement avant Noël. Et en fait, ils sont allés relativement vite par rapport à ce qu'on attendait. Alors, comme Philippe a dit, ce contrat n'est pas juridiquement contraignant, mais il est quand même, c'est la feuille de route, et il est extrêmement important parce qu'il y a de fortes chances pour qu'il soit suivi de très près. Et d'ailleurs, il est détaillé dans son expression en 177 pages. C'est pour nous, je trouve, Français, très intéressant de voir ce type d'exercice démocratique, de négociation, de compromis et de précision de la rédaction aussi sur un certain nombre de points. C'est important parce que dans une coalition à 3, les ministres de la coalition ne sont pas choisis par le chancelier, mais par chacun des partis. Ce qui veut dire que les ministres doivent rendre compte à leur parti, mais ils doivent leur position à leur parti et non pas à une composition d'équipe gouvernementale liée au chancelier. Donc ils sont très indépendants par rapport au chancelier et par ailleurs ils sont à peu près sûrs de rester à leur poste pour l'ensemble de la législature, ce qui ne serait pas le cas en France. Donc ils doivent suivre ce contrat de coalition.
Alors, c'est difficile de parler de tout. Moi, je dirais simplement, il y a 3 sujets sensibles dans ce contrat de coalition. C'est la politique énergétique, l'équilibre budgétaire et le plan européen d'investissement. Alors, premier point, la politique énergétique. Les Verts ont obtenu une avancée de la date de sortie du charbon. L'Allemagne, comme tout le monde sait, après l'accident de Fukushima, avait décidé de sortir du nucléaire, mais le point faible, c'est que l'Allemagne a des émissions de gaz à effet de serre dues au charbon qui sont absolument calamiteuses au regard des objectifs de l'accord de Paris. Et donc, ils ont mené aussi une très grande négociation de sortie du charbon qui a fixé à 2038 la date de sortie du charbon. Il y a un enjeu d'emploi, de reconversion industrielle, de bassins qui sont extrêmement importants. Alors, les Verts ont obtenu la sortie en 2030. Le problème, c'est que le scénario énergétique allemand ne boucle pas aujourd'hui sur le papier. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment ils vont garantir la fourniture d'énergie à ces échéances-là. Parce que le document de sortie du charbon en 2038 dit explicitement qu'il y aura besoin de technologies qui ne sont pas aujourd'hui disponibles pour boucler le scénario énergétique allemand. Et donc, ils misent sur l'investissement, ils disent qu'ils vont investir, mais il faut bien se rendre compte que investir aujourd'hui avec une échéance dans 10 ans, c'est quand même très très court pour mettre en place, industrialiser de nouvelles méthodes, de nouvelles sources d'énergie. Alors on parle beaucoup d'hydrogène, mais on ne dit pas comment on va le produire, on ne dit pas où on va le produire, on ne dit pas comment on va le transporter. Et donc tout ça est quand même avec d'énormes points d'interrogation. Et le contrat de coalition dit qu'il faut réserver 2% du territoire pour les éoliennes. Alors quand on sait déjà le niveau de résistance de la population à l'installation de nouvelles éoliennes en Allemagne, où ils sont à peu près 10 fois au-delà de chez nous, 2% du territoire, ça va être quand même assez compliqué à mettre en place. Deuxième grand sujet, c'est l'équilibre budgétaire. L'Allemagne s'est donné des règles très très contraignantes pour de respect des équilibres budgétaires, et le partenaire libéral de la coalition, le FDP, est extrêmement attaché à l'orthodoxie budgétaire. C'est un peu identitaire pour ce parti, et justement, c'est eux qui ont eu les finances. Donc là, ça veut dire qu'on va probablement avoir une position extrêmement restrictive, notamment sur la question des déficits et de la dette. Alors l'accord essaye de trouver toutes sortes de voies alternatives pour financer quand même des investissements, parce que l'accord dit qu'il faut investir, par exemple, pour le train, et c'est quand même difficile, ça mobilise des investissements extrêmement importants si on veut développer le rail. Alors ils imaginent d'autres systèmes par des actions, etc., mais c'est un point qui va être compliqué pour eux. Dernier point, le plan européen, puisque c'est un des derniers accords importants, une des dernières décisions importantes d'Angela Merkel, c'est qu'elle a convaincu son pays que l'Europe pouvait s'endetter pour un plan d'investissement, mais on n'a pas encore dit comment on rembourserait cet emprunt européen. Alors l'accord dit qu'il faut être ambitieux en termes de transition énergétique et numérique, qu'il faut investir dans les infrastructures, qu'il faut un réseau ferroviaire intégré au niveau européen. Mais il dit aussi attention à l'inflation, attention au mandat de la BCE. Et donc là, il va y avoir des discussions assez serrées parce que les Verts allemands sont sur une position plutôt proche de celle de la France, en disant il faut que ce soit l'Europe qui ait un plan d'investissement ambitieux, et puis on verra comment on finance, tandis que les libéraux, comme je l'ai dit, sont très orthodoxes. Donc il va y avoir malgré tout pas mal de discussions et de tensions sur ces orientations. Pour rebondir sur une partie de ce qu'a dit Marc-Olivier, donc le poste de chancelier, comme il l'a dit, revient à Olaf Scholz, le social-démocrate qui a permis à son parti de terminer en tête des élections et qui doit encore recevoir l'onction du Bundestag, a priori la semaine prochaine. Le portefeuille des finances est donc attribué au FDP et Christian Lindner en est le chef. Il est le défenseur ardent de l'orthodoxie budgétaire, comme l'a également rappelé Marc-Olivier. Et les Verts obtiennent les affaires étrangères, qui devraient échoir à leur co-leader
Annalena Baerbock, ainsi qu'un super-ministère regroupant économie et climat qui devrait être dirigé par l'actuel coprésident des Verts, Robert Habeck, qui deviendra vice-chancelier. Et les Verts ont également obtenu les portefeuilles de l'agriculture, de l'environnement et de la famille. Lucille Schmid. Oui, je crois que ce qui est très intéressant dans cette situation, c'est que le FDP et les Verts étaient déjà partie prenante de négociations en 2017 et qu'on se rappelle que, à l'époque, le FDP avait fait échouer la possibilité d'une coalition, notamment parce qu'il y avait des désaccords très profonds avec les Verts. Et on peut, à partir de là, imaginer que cette coalition feu tricolore, qui est une coalition inédite, sera aussi une coalition dans laquelle il faut attendre des tensions. Évidemment, le contrat de coalition a été négocié rapidement, en 2 mois, et ça traduit le fait que le FDP et les Grünen avaient très envie de revenir au pouvoir. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas été. Ils souhaitaient exercer des responsabilités. Ça signifie aussi que le partage des responsabilités entre les alliés, les 2 alliés du SPD a été un sujet de négociation très intense pendant ces 2 mois. Vous savez, Marc-Olivier l'a rappelé, c'est une méthode à l'allemande dans laquelle il y a une vingtaine de groupes de travail et plus de 200 personnes qui travaillent avec un aller-retour avec les partis qui est permanent. Ça donne une idée de la méthodologie démocratique et partisane que nous n'avons pas du tout en France. Alors à partir de là, je crois qu'il y a 2 éléments très intéressants. C'est les éventuelles tensions qu'on peut déjà anticiper entre ces alliés qui certes voulaient exercer le pouvoir ensemble, mais ont des intérêts et des philosophies divergentes. Et puis la question des relations avec la France, en quoi est-ce que ça arrange ou pas les affaires d'Emmanuel Macron alors qu'il va exercer la présidence du Conseil de l'Union européenne à partir de janvier. Sur la question d'éventuelles tensions entre les alliés, la première chose qu'il faut dire, c'est que le FDP est évidemment profondément libéral, défend les secteurs industriels, notamment l'automobile. Christian Lindner a obtenu notamment qu'il n'y ait absolument pas de limitation de la vitesse sur les autoroutes allemandes. Vous pouvez rouler à 250 km/h et ce sera le cas avec une coalition tricolore à laquelle appartiennent les Verts. Ça montre quand même la différence de philosophie de manière très symbolique. Je rappelle que Christian Lindner est celui qui, dès qu'il a eu un peu d'argent, s'est acheté une Porsche et qu'aujourd'hui il défend fortement la façon dont, au fond, la transition verte, ce sera essentiellement... C'est acheter une voiture allemande. Une voiture allemande, et donc la transition verte sera essentiellement faire des voitures électriques allemandes. Je crois que c'est une manière... Et donc là, il y a aussi une discussion, Marc-Olivier le rappelait, les jeunes ont voté pour le FDP et pour les Verts. Ils ont voté pour le FDP essentiellement pour les libertés et le numérique, et ils ont voté pour les Verts sur la transition énergétique et la question, au fond, de, quelque part, prendre de la distance vis-à-vis de la technologie. Donc ça illustre le fait qu'il y a en face de nous un modèle allemand qui n'est pas déterminé à partir de l'accord. Et je crois que les tensions pourront exister évidemment sur la question budgétaire. Aujourd'hui, ce que dit l'accord, c'est que pour faire les investissements verts nécessaires, notamment sur le plan énergétique, il faudra aller peigner les budgets pour découvrir où sont les crédits qui n'ont pas été utilisés. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, une nouvelle méthode. Et puis, évidemment, faire appel à l'investissement privé et à la garantie des banques publiques. Donc, pas un sou ou très peu d'argent public s'il n'a déjà été gagé. Et ça, c'est un point essentiel, alors même que Robert Habeck, qui devrait être vice-chancelier, si les militants verts en décident ainsi, puisque le gouvernement a été annoncé, mais il n'est pas encore définitif, tout dépend de ce que diront les partis par congrès extraordinaire ou par vote devant les militants. Si Robert Habeck est vice-chancelier, on verra comment il s'entend avec Christian Lindner, qui sera le tout-puissant ministre des Finances. Être vice-chancelier, ça ne garantit pas qu'on ait plus de pouvoir que le ministre des Finances. Deuxième point, pour aller très vite, la question européenne, Marc-Olivier en a parlé, et elle s'adosse à l'idée d'une vision très positive des migrations. Ça, c'est un point qui me semble essentiel, et là-dessus, je pense qu'il pourrait y avoir des frictions avec la France, puisqu'on sait bien que le dossier migratoire, en tout cas dans la campagne présidentielle qui s'annonce, est un dossier sur lequel, pour afficher, je dirais, sa présidentialité, il faut afficher une position restrictive. Il faut dire qu'au fond, il faut se défendre contre la migration. Dans le contrat de progrès qui porte la coalition tricolore, la question du caractère positif des migrations est totalement assumée. Et là, il y a une continuité avec la politique d'Angela Merkel menée depuis 2015, avec des choses très, très fortes qui sont dites sur l'idée de contrat d'intégration, sur la possibilité de mettre à disposition une sorte de parcours très précis et assez détaillé dans le contrat sur la façon dont on peut s'intégrer en Allemagne. Il y a aussi l'idée de pouvoir être naturalisé allemand à partir de 5 ans de résidence, et ça me semble être un élément essentiel. Vous savez qu'on a toujours dit que la France pratiquait à la fois le droit du sol et le droit du sang, et en Allemagne le droit du sang, et avec cette question de la naturalisation au bout de 5 ans, là, il y a quelque chose de profondément en rupture avec la tradition allemande, donc je crois que ça pourrait être, en tout cas, une asymétrie par rapport à la France qui vaut d'être dite.
Deuxième point important par rapport à la relation à la France, je m'arrête Philippe ensuite, la question européenne. Annalena Baerbock va sans doute être ministre des Affaires étrangères dans le futur gouvernement allemand. La position des Verts par rapport à la politique étrangère est loin d'être celle d'Emmanuel Macron et d'En Marche. C'est une politique qui prévoit davantage de fédéralisme européen, c'est une politique assez critique vis-à-vis de la Russie, notamment sur Nord Stream 2, et c'est une politique sur laquelle la question de la souveraineté européenne, souveraineté stratégique, devra être discutée de manière très précise, alors même que pour l'instant, la France porte un concept dans une certaine solitude. On voit bien que, du coup, la présidence française de l'Union européenne devrait être, par rapport à ce nouveau gouvernement allemand, s'il est adopté par les militants et par les partis, encore une fois, devrait être un moment où la discussion sera sans doute plus équilibrée. Jusque-là, Angela Merkel laissait beaucoup les concepts à Emmanuel Macron. On peut compter dans cette coalition tricolore, sur les Verts allemands pour porter une vision de l'Europe qui sera une vision active et sans doute plus paritaire, ou en tout cas plus égalitaire par rapport à Emmanuel Macron. Richard Verly. Lucile a commencé largement à évoquer les conséquences de cette coalition allemande pour la France et pour l'Europe, et c'est là-dessus que je voudrais, pour ma part, intervenir. Peut-être 3 éléments. Le premier, moi, ce qui me frappe, et notamment là en différence avec le débat politique français qu'on observe tous en ce moment, c'est la reconnaissance de la diversité politique et de la nécessité d'avancer ensemble en Allemagne. Alors bien évidemment, vous me direz, c'est dicté par les événements, puisque c'est une coalition un peu bizarre, avec d'un côté les libéraux, donc à droite, avec les écologistes et avec le SPD. Mais le fait qu'il y ait à plusieurs reprises dans le programme de coalition cette insistance sur le respect de la diversité d'idées, diversité de programmes, diversité d'ambitions, je trouve que c'est très important. Parce qu'on a une Allemagne qui reconnaît, et d'ailleurs le mot, il est dans le programme de coalition, qui reconnaît la complexité des problèmes et qui reconnaît le fait que, à problème complexe, il faut apporter des solutions qui seront nécessairement complexes et qui devront donc être des solutions de compromis, alors qu'en France, me semble-t-il, c'est l'exact contraire. On a des problèmes complexes auxquels tout le monde propose de répondre par des solutions très simples, voire carrément arbitraires. Donc là, je crois qu'il y a un fossé culturel qui n'a jamais été aussi grand entre l'approche politique allemande et l'approche politique française à la veille de l'élection présidentielle. La deuxième chose, et là je suis un peu en désaccord avec mes 2 collègues, bien sûr le ministère des Finances va être donné a priori à Christian Lindner, le patron du Parti libéral, qui piaffait d'impatience, puisque vous savez que la dernière coalition, il aurait pu en être et finalement il n'en avait pas été. Mais n'oubliez pas quand même 2 choses. D'abord que Olaf Scholz, le chancelier, est l'ancien ministre des Finances. Donc, de fait, c'est pas tout à fait pareil qu'Angela Merkel face à ses ministres des Finances, notamment face à Schäuble au début de sa période gouvernementale. Donc Lindner sera quand même sous contrôle. Et si vous regardez le programme, moi je suis frappé par autre chose. C'est un programme très social-démocrate. Et vous l'avez dit, Marc-Olivier l'a dit à propos de l'augmentation du salaire minimum, on a vraiment l'impression, et d'ailleurs la référence à Willy Brandt est faite à plusieurs reprises, qu'il y a une volonté allemande de réancrer la social-démocratie comme un projet, pour l'Allemagne bien sûr, mais au-delà peut-être un projet européen. Et là encore, vous constaterez que le fossé est colossal avec la France, puisqu'aujourd'hui en France, les projets de gauche quand même peinent à émerger dans cette campagne présidentielle, et on a quand même l'impression que tout le débat présidentiel se fait à droite, voire à droite de la droite. Enfin, 3e élément, c'est que se passera-t-il si Emmanuel Macron n'est pas réélu en France pour cette coalition allemande ? Moi, ce qui me frappe, c'est que, je dirais, elle a presque été conçue pour fonctionner avec Emmanuel Macron. On a l'impression que les conseillers de Macron étaient peut-être quelque part cachés dans des placards, à conseiller les bonnes formules, notamment sur l'Europe, la souveraineté stratégique qui revient à plusieurs reprises, afin que, non seulement pendant la présidence française de l'Union européenne, je rappelle quand même que cette présidence française, elle sera pendant 6 mois, de janvier au 30 juin, et qu'il y a une élection présidentielle au mois d'avril. Donc il n'est pas sûr que ce soit le même chef de l'État qui assure le début de la présidence française et la fin de celle-ci. Mais on a l'impression que véritablement tout est fait pour que ça embraye avec Emmanuel Macron. Bien évidemment, si Emmanuel Macron n'est pas réélu, alors là, gros problème, et notamment si un président de droite
devait arriver à l'Élysée, je pense qu'on va vers des difficultés assez sérieuses entre la France et l'Allemagne. Enfin, dernier point, et la question du nucléaire a été évoquée, la question de la migration aussi. Moi, je voudrais insister sur un dernier point. Il y a quand même un grand absent, et c'est assez normal parce que c'est un programme de coalition pour gouverner le pays, mais il y a un grand absent, c'est la géopolitique. Il y a des phrases sur la relation avec les États-Unis qui doivent être la relation privilégiée, mais notamment toute la question de la Russie est très absente de ce programme, et donc ça veut dire, disons les choses comme elles sont, que pour l'instant, les Allemands choisissent de mettre la Russie sous le tapis parce que leurs intérêts stratégiques, économiques avec la Russie sont trop importants pour vouloir l'affronter durablement. N'oublions pas le gazoduc qui passe par la Baltique, etc. Donc voilà, mais moi ce qui me frappe, c'est que pour l'instant, en termes d'approche politique, on a un pays qui a choisi la complexité et en face, un pays, la France, qui croit à la simplicité, et ça m'inquiète un peu. Béatrice Gibelin. Oui, je vais rebondir sur justement la faiblesse du contexte géopolitique et des problèmes géopolitiques dans ce programme. Parce que je pense que l'exercice de ce programme, qui devra effectivement devenir vraiment mis en œuvre, c'est sûr, il sera aussi fonction du contexte politique dans lequel l'Allemagne va se trouver. Et je pense qu'ils seront obligés de tenir compte d'un certain nombre de pressions qui fait que l'attitude du ministre des Finances très rigoureuse quant à la dette, il est possible qu'il ne puisse pas forcément la tenir. Et que le besoin d'investissement, en particulier dans le domaine de l'écologie, de l'environnement, sera tel que l'idée d'investissement public, car si on a toujours présenté l'Allemagne comme le modèle par rapport à ce que nous faisons, néanmoins a un grand retard dans beaucoup de domaines, en particulier le numérique, où ils avaient, pour ainsi dire, raté l'arrivée du numérique. Il y a un rattrapage à faire extrêmement rapide, et ça va pas se faire dans des situations d'équilibre budgétaire parfait, parce qu'il faudra aller très vite, et donc on aura besoin de très gros investissements. C'est peut-être le rail qui en fera l'affaire d'ailleurs, parce qu'on privilégiera le numérique par rapport au rail. Moi, c'est un peu ce que je pense. Ils ne peuvent pas ne pas jouer très fortement la voiture électrique. La voiture est tellement importante dans l'économie allemande qu'ils vont... Les investissements qu'annonce Volkswagen ou d'autres sont absolument colossaux. C'est quand même plus de 10 milliards qui sont annoncés sur moins de 5 ans. C'est quand même des sommes extrêmement importantes. Donc, ceci suppose que la rigueur budgétaire sur laquelle ils ont fonctionné pendant ces 15 dernières années, il est possible qu'elle ne soit pas aussi rigoureuse simplement pour pouvoir tenir un certain nombre simplement d'engagement même dans ce contrat-là. Donc moi, je rejoindrais peut-être plutôt Richard en disant peut-être que ce ministre des Finances ne va pas avoir les coudées aussi franches que ça. Point très important, c'est comment cette social-démocratie qu'on avait un peu enterrée s'est retrouvée dans cette campagne électorale réémerger. Et ça, c'est tout à fait étonnant et presque redonnerait un peu le moral. Ça veut dire que rien n'est jamais perdu, mais encore faut-il être capable de s'entendre avec d'autres, ce que effectivement ils ont su faire. Je rappellerai quand même que cette coalition de feu tricolore, comme on l'appelle, puisqu'elle est rouge, elle est jaune et elle est verte, fonctionne en Rhénanie-Palatinat déjà depuis plus de 5 ans. Et fonctionne très bien. Et la Rhénanie-Palatinat, c'est pas tout petit, hein, c'est un land qui pèse lourd. Donc, il y a quand même en Allemagne une tradition, j'allais dire, du consensus, du compromis. On le voit très bien dans la façon dont ça se gère entre patronat et syndicats. On est capable de trouver des compromis. Quand on fait grève et c'est très dur, mais on est capable aussi d'avancer. Et je pense que par rapport à notre culture, où nous sommes dans une culture politique du conflit, systématiquement de l'opposition, comme Richard l'a rappelé, on a vraiment à apprendre et à tirer un certain nombre d'enseignements de ce qui se passe en Allemagne. En lisant avec attention le programme, comme l'a dit très justement Marc-Olivier, c'est une vision d'avenir pour un pays qui est plutôt vieillissant, ce que je trouve absolument étonnant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout un discours de fermeture, mais ils ont un discours d'ouverture.
Et si on pouvait prendre le quart du tiers de ce qui s'écrit sur l'importance de la migration, comme c'est dans ce contrat, moi, c'est ce qui m'a beaucoup frappé. Quand on entend les débats de la droite dans sa primaire fermée, c'est consternant. À l'extrême droite, n'en parlons pas. Et c'est le moment où on doit penser la migration autrement. Lucile Schmitt. Oui, 2 mots sur la question budgétaire et sur la question économique qui me semble être fondamentale. On voit bien que la question de Lindner, c'était symbolique. C'était la satisfaction qu'il devait avoir, c'était le fait que la règle du frein budgétaire, qui est une règle fondamentale en Allemagne, soit actée dans le pacte. Après, il a quand même eu le poste de ministre des Finances, et je pense que c'est quelqu'un qui sait faire valoir son importance, et au sein de la coalition, certains journaux allemands ont dit, au fond, les Verts sont perdants parce que Lindner a eu ce qu'il voulait. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. Mais il y a quelque chose de très important, on le verra très vite au niveau européen, c'est que sur la question du pacte de stabilité budgétaire européen, c'est-à-dire la règle des 3% de déficit budgétaire et la question de l'endettement, l'Allemagne garde une position actuellement favorable au plan de relance européen, bien sûr, mais elle dit bien, dans l'accord c'est écrit, qu'il s'agit d'une position provisoire et que les critères dits de Maastricht devront retrouver leur importance. Or, on sait que la France, et notamment Emmanuel Macron, mais ce serait étonnant que le futur président, si c'est un autre président ou une présidente, dise une chose différente. Là-dessus, il y aura un point franco-allemand de débat sur la question des investissements et la question budgétaire qui est essentielle. C'est pas seulement pour l'Allemagne, c'est aussi pour l'Union européenne. Marc-Olivier Padis. Oui, précisément sur ce point, ce que dit l'accord de coalition, c'est que l'Europe devra revenir au pacte de stabilité en 2023. Donc c'est même très très court comme échéance. Et donc ça, c'est assez étonnant. Mais peut-être que seul un ministre des Finances libéral pourrait faire accepter un renversement de doctrine, comme en tout cas beaucoup de Français le souhaitent, mais aussi comme les Verts l'espéraient, puisque Robert Habeck, le numéro 2 des Verts, avait dit qu'il était candidat pour les finances, justement pour cette raison-là. Juste une remarque sur le retour de la social-démocratie. C'est vrai que Olaf Scholz était considéré comme perdant. On avait enterré le SPD un peu usé par toutes ces années de coalition avec Merkel qui avait étouffé un peu tout ça. Et puis finalement, il a émergé de façon assez spectaculaire au cours de la campagne avec un programme autour du thème du respect qui a permis de refaire l'unité du SPD derrière lui, un parti qui a été assez déchiré en fait par l'héritage de ce que Gerhard Schröder, le précédent chancelier social-démocrate, avait appelé le nouveau centre, dans une offensive qu'il faisait avec Tony Blair. Ça nous ramène au début des années 2000. Mais donc, c'est une réponse. Et sur le thème du respect, ça veut dire, dans l'esprit de Olaf Scholz, c'était une manière de dire, ne parlons pas simplement d'opportunités, de dire aux gens, vous avez des possibilités, c'est à vous de vous en emparer. Non, tout le monde n'est pas à situation égale face aux opportunités. Et donc, respect, ça veut dire augmentation du salaire minimum, mais aussi sur le logement, un programme très ambitieux. Béatrice Gibelin. Oui, je voudrais quand même revenir juste sur l'importance de l'Europe de la défense, quand même. Parce que là, dans le contrat, il y a véritablement une affirmation de la nécessité, au fond, d'une autonomie européenne. Je pense que la politique de Trump vis-à-vis de l'Europe et même celle de Biden, dont on n'est pas sûr de ce qui va suivre, a fait prendre conscience de la nécessité, compte tenu du contexte géopolitique, que l'Europe devait prendre de la souveraineté. Et comme ça va dans l'optique d'une Europe plus fédéraliste, et là, moi aussi, je suis frappée dans la lecture de ce programme, et c'est sans doute le poids des Verts, sur avancer, revoir les institutions. Il est écrit qu'on pourra revoir les traités. Très clairement. Donc je pense qu'on est effectivement à un moment extrêmement important, y compris pour l'Europe, dans une avancée possible. Dernière petite chose, rouler à 250 km/h sur des autoroutes allemandes, il faut vraiment pas avoir peur de la mort. Merci. Je vous propose que nous passions à notre deuxième sujet, qui est un peu de politique intérieure et un peu de politique étrangère, puisqu'il s'agit des relations entre la France et la Grande-Bretagne, entre lesquelles, comme on peut le constater, le torchon a fortement tendance à brûler. La relation entre nos deux pays s'est envenimée après le naufrage d'une embarcation qui a coûté la vie à 27 migrants. Le lendemain, Boris Johnson a rendu public sur Twitter une lettre à Emmanuel Macron avant qu'elle ne soit remise à son destinataire. Le Premier ministre britannique y demandait à la France de reprendre les immigrés arrivant sur les côtes de Grande-Bretagne.
On ne communique pas d'un dirigeant à l'autre sur ces questions-là par tweet et par lettres qu'on rend publiques, a commenté le président français. En représailles, le ministre de l'Intérieur français a annulé l'invitation de son homologue britannique à une réunion consacrée aux migrants à Calais, à l'issue de laquelle le ministre de l'Intérieur a appelé le Royaume-Uni à ouvrir un accès légal à l'immigration et à prendre ses responsabilités, rappelant que chaque année, 30 000 demandes d'asile sont enregistrées en Grande-Bretagne contre environ 150 000 en France. Il a précisé que la France n'entend pas remettre en cause les accords du Touquet de 2004, accords qui placent la frontière britannique côté français et qui stipule que Paris ne peut pas laisser les migrants traverser la Manche, accord auquel s'est ajouté en 2018 le traité de Sandhurst, en vertu duquel le Royaume-Uni doit verser chaque année 50 millions d'euros pour renforcer la protection et la surveillance des côtes françaises. Si les Britanniques dénombrent 20 000 tentatives de traversée interceptées par les services français en 2021, Emmanuel Macron évoque, lui, 47 000 tentatives interrompues et 7 800 migrants sauvés par les services de secours. Au-delà de la crise des migrants, les tensions se sont accumulées à propos de la pêche. Selon les accords du Brexit, les pêcheurs européens ont toujours accès à certaines eaux britanniques et une licence doit leur être accordée pour peu qu'ils apportent la preuve qu'ils y pêchaient déjà auparavant. Mais Paris estime que les Français ont été délibérément lésés dans l'octroi de ces permis, notamment les petits chalutiers qui peinent à apporter les preuves nécessaires de leurs anciennes activités dans la zone de 6 à 12 000 nautiques des côtes britanniques. Selon le président, 40% des demandes de licence sont encore en attente 11 mois après la signature de l'accord commercial, tandis que le Royaume-Uni soutient avoir délivré 98% des permis demandés par la flotte européenne. Les pêcheurs français ont lancé le 26 novembre une opération de blocage des ports et des accès aux fret du tunnel sous la Manche, côté français, pour exiger le règlement de ce litige. La crise de confiance bilatérale s'était déjà aggravée en septembre, lorsque Paris avait découvert que Londres avait négocié en secret avec les États-Unis et l'Australie un accord de partenariat stratégique, AUKUS, qui a précipité l'annulation d'un contrat de vente de sous-marins français à Canberra. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Oui, étant né à Calais et connaissant bien Calais, je dois dire que la vision des Anglais n'y est pas extrêmement positive. On a été occupé longtemps. Ça remonte aux bourgeois de Calais. Ça remonte aux bourgeois. Et je dois vous dire que l'attitude de Boris Johnson entraîne une hostilité que j'ai quand même rarement vue pour y être pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours. Alors, cette histoire de tension franco-britannique, elle est à la fois sur des situation, on va dire, de géopolitique externe, interétatique, mais elle a bien évidemment aussi un grand rôle sur la situation de géopolitique interne. Si Boris Johnson en rajoute, parce qu'on peut dire qu'il en rajoute sur cette question, avec véritablement une provocation, je veux dire, envoyer une lettre au président de la République française, puis après ça la mettre sur Twitter en disant vous n'avez qu'à reprendre tous les migrants qui arrivent sur mon littoral, ne peut effectivement que susciter à la fois la joie d'un certain nombre de Brexiteurs et d'Anglais et une très grande irritation, tant au niveau local par la maire de Calais et les Calaisiens, évidemment, qu'au niveau national. Donc il y a tout un jeu là-dedans qui est extrêmement dont il faut tenir compte. Le Brexit n'est pas la grande réussite annoncée par Boris Johnson. Tout le monde a vu les images des étals ou des rayonnages qui étaient vides, ou l'absence de camionneurs, ou pour pouvoir conduire les camions, etc., etc. Donc la situation est difficile pour lui, et pouvoir agiter le chiffon rouge d'une France responsable de tout est quand même extrêmement pratique. D'autant plus que, je dirais, les pêcheurs ont été très majoritaires à voter pour le Brexit et qu'ils ont le sentiment aujourd'hui de s'être fait avoir. Parce qu'au fond, pêcher et que ça leur soit réservé, ce qu'on pourrait dire, mais c'est tout à fait normal, c'est leur zone et ils sont sortis de l'Europe, c'est à eux. Oui, mais une fois qu'on a pêché le poisson, il faut le vendre. Et s'ils ne peuvent pas le vendre sur les côtes françaises, l'essentiel du poisson qui arrive à Boulogne-sur-Mer est un poisson qui vient d'Angleterre, qui vient des zones britanniques, des eaux britanniques. Donc, je veux dire, faut faire attention. C'est-à-dire que ce qui est public n'a rien à voir avec les négociations de fond qui se font très sérieusement, de façon à régler ce problème qui est absolument indispensable, tant peut-être du côté français
mais assurément du côté des pêcheurs britanniques. Une chose encore, sur la question de ces migrants, quand un certain nombre de leaders français disent « Eh bien, qu'on les mette dans le ferry, ces migrants, et puis qu'ils aillent en Angleterre, et puis ils paieront 15 € et ils paieront pas 3 000 € de passeurs », c'est un discours qui est absolument irresponsable. C'est une question extrêmement complexe, je vais m'arrêter pour laisser la place aux autres, mais qui ne peut pas se régler avec ce discours à l'emporte-pièce. Richard Verly. D'abord, on ne redira jamais assez que Boris Johnson est arrivé au pouvoir au Royaume-Uni sur un mensonge. Fondamentalement, la pierre fondatrice de son arrivée à la tête du gouvernement britannique et ensuite de sa victoire aux élections législatives qui ont suivi, c'est le mensonge du Brexit. Il a menti et il va continuer à mentir. Il n'y a aucune raison pour qu'il s'arrête, puisqu'en plus les électeurs britanniques lui font confiance alors qu'il ment. Donc très franchement, aller penser que Boris Johnson va se comporter autrement, c'est-à-dire comme un corsaire ou plutôt comme un flibustier, c'est faire preuve d'irréalisme, parce que c'est sa marque de fabrique et d'une certaine manière, c'est ce que ses électeurs aiment chez lui et c'est ce qui leur plaît. Donc ça, c'est un point, je crois, important. Quand on a en face un Emmanuel Macron, et on verra ce qui se passera pendant l'élection présidentielle, un président français qui, en quelque sorte, appelle Boris Johnson à plus de civilité, à un retour à des pratiques politiques normales, c'est peine perdue. Ce n'est pas la marque de Boris Johnson et il ne va pas changer puisque c'est son capital politique. La deuxième chose, c'est qu'en ce qui concerne, et là je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Béatrice, en ce qui concerne les migrants, il faut que la France regarde la réalité en face, elle n'a pas de marge de manœuvre. Parce que, elle ne peut pas de toute manière mettre les migrants dans des ferries, en imaginant même que ce soit possible, ça ne tiendrait pas, ça ne serait juste pas faisable, et ceux qui, comme Xavier Bertrand, disaient « laissons-les partir après tout », on voit bien que c'est pas possible puisqu'on voit comment ça se finit avec des canaux qui sont au bord de la Manche et dans ce cas une tragédie dont tout le monde doit payer et assumer la responsabilité. Donc de ce point de vue-là, la France est coincée, et c'est une vraie difficulté. Et quand on entend que les accords du Touquet ne seront pas remis en cause, moi je me pose quand même la question pourquoi ? Pourquoi les accords du Touquet ne seraient pas remis en cause ? Pour l'instant, il faut bien reconnaître que le Royaume-Uni joue sur du velours, puisque la France est tenue par ces accords d'exercer sa mission de surveillance de la frontière, alors qu'elle n'en a plus envie. Disons les choses comme elles sont, on le voit bien quand on écoute Gérald Darmanin parler. Donc, est-ce que la solution ne serait pas quand même de dénoncer ces accords du Touquet, et à ce moment-là d'entrer dans ce qui serait une crise majeure, mais qui n'est au fond que le reflet de la réalité. Quant au Brexit et à la question de la pêche, alors là, quand on regarde dans le détail, les Anglais n'ont pas tout à fait tort. C'est-à-dire que il y a eu de nouvelles règles qui ont été fixées pour les pêcheurs français et un certain nombre d'entre eux n'ont pas tout à fait rempli les conditions, soit ont pris les choses à la légère. Et moi, pour m'être entretenu notamment avec le ministre de Jersey, donc ça concerne les îles anglo-normandes, c'est une partie de l'équation. Par ailleurs, les îles anglo-normandes qui ne sont pas tout à fait le Royaume-Uni tout en étant le Royaume-Uni, donc on est aussi dans ces complexités, ils sont assez précis pour dire que les pêcheurs français ont leur part de responsabilité, que les organisations professionnelles françaises n'ont peut-être pas tout à fait fait leur travail. Et en fait, un dernier point, on en revient un peu à ce qu'on disait sur l'Allemagne, attention en France à l'hubris de la présidentielle. Tout le monde est candidat, donc tout le monde dit nous allons dompter le Royaume-Uni. Je signalerai juste une chose, Boris Johnson, lui, il a été réélu. Et pour l'instant, il a une majorité, ce qui n'est pas le cas des candidats qui se présentent à l'Élysée en France. Lucille Schmitt. Oui, un petit tac au tac sur Boris Johnson. Ce que j'observe, c'est qu'envoyer une lettre au président de la République française par tweet, c'est une méthode trumpienne. Et on voit bien qu'il y a, en tout cas aujourd'hui en politique, il n'y a plus de limites, c'est-à-dire que quelque part, les réseaux sociaux, c'est pas seulement pour le complotisme ou les citoyens, c'est aussi pour les chefs d'État ou de gouvernement. Et ça, c'est un point essentiel, c'est-à-dire que l'exemple vient de haut et que c'est assez particulier, alors que le Royaume-Uni est au fond la patrie de la démocratie, et en fait pour nous de la démocratie parlementaire, de s'être donné ce chef de gouvernement qui, lui, pratique des méthodes trumpistes. Ça illustre également les difficultés, les contradictions dans lesquelles se trouvent les démocraties.
Sur la question de nos relations avec des relations de la France et du Royaume-Uni, il se trouve que lorsque Lionel Jospin était Premier ministre, ça ne me rajeunit pas, je m'occupais des questions migratoires comme conseillère dans ce gouvernement, et que j'ai fait de très nombreux déplacements au centre d'accueil des migrants de Sangatte, qui était en fait un ancien hangar de la construction du tunnel sous la Manche, dans lequel 2 à 3 000, voire 4 000 migrants étaient en fait accueillis d'une manière beaucoup plus, j'allais dire, bien meilleure sur le plan humanitaire que, évidemment, dans la jungle de Calais. Et ce qui est très intéressant, ça annonçait d'ailleurs ensuite ce qui s'est passé avec Nicolas Sarkozy, c'est que lorsque Nicolas Sarkozy devient ministre de l'Intérieur en 2002, l'un de ses premiers gestes, c'est de détruire le hangar, c'est-à-dire le lieu où on accueillait les migrants, et ensuite de négocier les accords du Touquet en 2003, ensuite qui rentrent en vigueur en 2004, avec l'idée que, donc, vous savez, on met la frontière britannique sur le territoire français, et au fond, l'idée de discussion bilatérale entre ces deux pays par rapport à un phénomène migratoire qui est un phénomène mondial et qui concerne aussi beaucoup plus de pays dans l'Union européenne, c'est-à-dire que ça concerne l'Allemagne, ça concerne les Pays-Bas, ça concerne la Belgique, ça concerne l'ensemble des pays, l'Italie, qui sont traversés par ces migrants, et ça concerne évidemment le fait que la migration s'accentue à l'échelle mondiale parce qu'il y a plus de conflits, plus d'insécurité, plus de précarité, etc. Donc ça existe au sud de l'Europe et ça existe évidemment au nord et au centre. Et donc ce qui se passe, c'est que Nicolas Sarkozy à l'époque, moi j'avais été très choquée, d'ailleurs j'avais écrit un article là-dessus dans la revue Esprit lorsque Marc Olivier la dirigeait, en disant on ne peut pas supprimer le phénomène migratoire en supprimant le lieu où on accueille les migrants et en négociant un accord qui est en fait un accord irréaliste. C'est-à-dire que la question de la complexité qu'on vient d'évoquer aujourd'hui dans cette présidentielle pour 2022 existe évidemment, elle n'a pas surgi, elle existe évidemment sur la question migratoire depuis maintenant 20, 30, 40 ans, et au fond, là-dessus, les solutions qui sont prises juridiquement sont des solutions irréalistes, qui ne peuvent pas fonctionner, et qui, lorsqu'on a affaire à quelqu'un d'aussi trumpiste que Boris Johnson, permettent au fond toutes les présentations mensongères et de jouer sur les mauvais côtés de l'opinion publique. C'est pour ça que l'accord allemand est un très bon accord, car il reconnaît la complexité de la question migratoire. Marc-Olivier Padis. Richard nous a dit, dans le fond, la France n'a pas de marge de manœuvre, avec beaucoup de réalisme. Moi, je voudrais proposer deux évolutions possibles. Et dans le contexte de blocage où on est, même si ça paraît utopique, je pense que c'est utile. La première, c'est que je pense qu'il y a un problème de doctrine de gestion des populations migrantes par la police qui devrait évoluer. C'est-à-dire que la police a développé une doctrine qui consiste à dire si on traite trop bien ces gens, ça va créer un appel d'air. Ça veut dire que des gens vont savoir que finalement c'est possible de venir. Et je pense que cette doctrine est complètement fausse. C'est-à-dire que l'idée de déchirer les tentes pour chasser les gens, le fait d'avoir détruit ce hangar, le fait que même les associations qui distribuent des repas chauds sont gênées parfois par l'action policière. Ce n'est pas correct, ce n'est pas ce qu'on attend, ce n'est pas une bonne doctrine policière et ça n'avance à rien. Pourquoi ? Parce que ces migrants, ils viennent d'Iran, ils viennent de Syrie, ils viennent parce qu'ils fuient des situations absolument terribles. Ils ne viennent pas parce qu'ils pensent qu'il y a des douches chaudes à Calais, c'est parce qu'ils fuient des pays dans lesquels c'est la guerre civile, ou pas en Iran, mais en tout cas ils sont chassés. Et deuxième point, c'est que aujourd'hui l'Angleterre est dans une situation absurde parce que les migrants qui arrivent à franchir la Manche sur ces petits bateaux pneumatiques, quand ils arrivent, ils ont le droit de poser une demande d'asile. Et les chiffres ont été donnés par le ministère de l'Intérieur anglais. 61% d'entre eux obtiennent l'asile politique. Et en appel, encore 59% de ceux qui les avaient pas reçus. Donc en tout, 70% reçoivent le statut de réfugiés politiques. Et c'est normal parce que ils sont iraniens, irakiens, soudanais et syriens en majorité, et donc incontestablement venant de pays dans lesquels ils risquent la persécution, dans lesquels les libertés ne sont pas garanties, etc. Et donc la situation absurde, c'est de dire aux gens, de rien leur dire, mais c'est des gens qui ont le droit, qui est reconnu une fois qu'ils ont mis le pied en Grande-Bretagne, d'être considérés comme des réfugiés politiques. On attend qu'ils aient pris le risque de risquer leur vie à travers la Manche pour que ce droit soit reconnu. Donc ce serait quand même beaucoup plus simple que l'administration
en charge de ce sujet examine les dossiers côté français et qui fasse passer ceux qui ont reçu l'asile politique parce qu'ils y ont droit et que les autres, c'est un autre sujet. Mais qu'en tout cas, on n'oblige pas les gens à risquer leur vie pour faire valoir un droit qui est reconnu après très largement. Je voudrais juste préciser que dans le traité du Touquet, c'est prévu. C'est-à-dire que dans le traité du Touquet, les Britanniques doivent étudier tous les dossiers de ceux qui sont éligibles, effectivement, au droit d'asile. Or, ils refusent de le faire. Et c'est là où on est véritablement sur une situation vis-à-vis de l'Angleterre qui ne respecte pas la parole donnée, ni même d'ailleurs pour verser forcément les 50 millions d'euros qu'ils doivent verser tous les ans. Mais c'est vrai que aujourd'hui, le port de Calais est un tel bunker et le tunnel sous la Manche est un tel bunker que nécessairement ça passe le long de la côte sur des petits bateaux. Et pour la première fois, j'ai vu, puisque moi je passe l'été sur cette côte-là, j'ai vu des migrants circuler dans la station où je passe mes vacances, ce que je n'avais jamais vu. Mais vous voyez, quand il fait beau, les côtes de l'Angleterre, vous les voyez. Et donc, ça semble très près. Et ça va continuer nécessairement. Pourquoi aussi? Parce que quand ils arrivent en Angleterre, ils trouvent une communauté qui les prend en charge, qui les exploite de façon absolument scandaleuse et que les passeurs font un tel fric avec le passage, c'est comme pour la drogue. Tant que vous gagnez énormément d'argent, vous prendrez tous les risques. Il est vrai que quand il fait beau, on voit les côtes d'Angleterre, ce qui donne évidemment, ce qui ravive l'envie des migrants. Bien mais sûr. c'est vrai aussi qu'il fait très rarement beau. Béatrice, Lucille Schmitt. Non, moi je voulais dire une chose, c'est qu'on voit bien que là-dedans, Boris Johnson joue la guerre de 100 ans. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose sur la question de la rivalité franco-britannique qui est instrumentalisée et que la seule manière pour nous de nous en tirer, c'est qu'Emmanuel Macron ne joue pas lui aussi la guerre de 100 ans et que le sujet, évidemment, d'européaniser les choses, de débloquer le dossier migratoire à l'échelle européenne et de faire en sorte qu'on ne reste pas dans le bilatéral. En ce sens, je rejoins ce que disait Richard Verly. Je ne suis pas sûre que ce soit un accord bilatéral qui permette de résoudre réellement ce sujet. Richard Verly. Et j'ajoute un élément, c'est qui a quand même son importance. Peut-être que les choses vont s'éclaircir ce week-end, mais que l'un des candidats de la droite et rival potentiel d'Emmanuel Macron pour l'Élysée n'est autre que le président de la région des Hauts-de-France dans laquelle tout ça se passe. Donc, il y a eu des intempéries politiques françaises qui clairement influe sur le sujet, mais il y a aussi du côté de la politique de la police envers les migrants, donc je rejoins ce que disait à l'instant Marc-Olivier, mais il y a une autre chose, c'est que la police, je pense, joue ce jeu extrêmement bizarre de ne pas nommer les passeurs. Et moi j'ai une interrogation, parce que pour ceux qui ont été, comme je l'ai été dans la jungle de Calais, toutes les organisations qui venaient, la plupart, la nuit, c'était les organisations britanniques. C'était des Britanniques qui venaient en voiture aider ces populations pour des raisons familiales, communautaires, etc. Or, vous avez vu qu'il y a un certain nombre de passeurs qui ont été interpellés. Comme par hasard, on ne nous donne pas leur identité. Sont-ils ou non des citoyens britanniques? S'ils sont des citoyens britanniques, la France doit le dire. Pourquoi on ne le dit pas? Béatrice Gibelin. En fait, ils sont assez peu. Les passeurs ne sont pas véritablement des Britanniques. Les passeurs sont des Kurdes installés en Angleterre qui n'ont pas la nationalité britannique. Et c'est essentiellement une mafia kurde. On est toujours avec un regard sentimental sur les Kurdes. Et on a raison pour un certain nombre de choses. Mais ce sont aussi de fiefs dangereux. Et ils sont à la tête de cette mafia des passeurs. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'ouvrirai en disant qu'il y a sur Twitter un compte qui me semble, si j'en juge par les commentaires qui l'accompagnent, utilisé par des instituteurs, des professeurs, des parents, un compte qui s'intitule « Paroles de combattants de la liberté » et qui s'emploie chaque jour à rappeler le souvenir d'un homme ou d'une femme qui a payé de sa vie son engagement contre Vichy et contre les nazis. Juste une photo et quelques lignes après leur nom. André Soussotte, 21 ans, radio d'un mouvement de résistance, qui écrit à sa fiancée « Ils ne pourront jamais me faire autant de mal que je leur en ai fait. S'ils me fusillent, qu'est-ce que la vie d'un homme contre tout ce que j'ai contribué à faire couler, bateaux, sous-marins, etc. » Raymonde Lenévé, 34 ans, photographe à Nantes, qui développe les clichés pris en fraude des installations militaires allemandes et qui sera assassiné au camp du Struthof. Blanche Moutet, 35 ans, qui recueille des maquisards du Vercors, et les Allemands brûlent sa ferme, et elle est à l'intérieur.
Justinien Gileso, 63 ans, qui cache des juifs et qui sera mis à mort pour cela. Bernard Courteau, instituteur, qui écrit à son père avant d'être fusillé « J'ai été heureux pendant les 20 ans que j'ai vécu sur la terre, étuyé pour beaucoup, je vais mourir en souriant. » Viennent à l'esprit les mots du poète « Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, un rebelle est un rebelle, nos sanglots font un seul glas. » Richard Verly. On le sait, Joséphine Baker repose désormais au Panthéon. En tout cas, son cénotaphe est au Panthéon. Et Emmanuel Macron a prononcé à ce moment-là un discours tout à fait touchant. Et le parcours de cette grande dame a été relaté. J'avoue que je n'étais pas familier, pour ma part, du parcours de Joséphine Baker. Et donc, je me suis plongé dans le livre qu'a écrit l'un de ses enfants adoptés, qui s'appelle Joséphine Baker, l'Universel. Et je trouve que c'est notamment pour les élèves des classes, c'est un magnifique modèle à offrir, à la fois par son itinéraire, par son courage et par ce qu'elle a subi aux États-Unis. On l'oublie, j'ai découvert qu'elle avait été à la marche pour les droits civiques avec Martin Luther King et qu'elle a prononcé un discours à ce moment-là. Je crois que c'est dans un restaurant de New York où elle avait été refusée que Grace Kelly l'a pris en amitié et l'a soutenue jusqu'au bout. Donc voilà, je pense que c'est le moment pour notamment les enseignants de rappeler qui était Joséphine Baker, et ça peut être dans ces moments que nous vivons en France un assez bel exemple. En tout cas, c'était la raison de sa panthéonisation. Béatrice Gibla. Pour rester un peu dans cette même ordre d'idée, moi je citerai l'exposition qui a lieu au musée de l'immigration aujourd'hui, qui s'appelle Picasso l'étranger. C'est une très très belle exposition et qui fait comprendre comment cet anarchiste a été surveillé, réfugié politique, communiste, donc il avait tout pour plaire pour que les renseignements le surveillent de près, et ceci pendant des dizaines d'années. Il n'a pas obtenu la nationalité française quand il l'a demandé, on la lui a refusée. Quand on lui a proposé plus tard, alors qu'il était déjà très connu, quand on lui a reproposé après la Seconde Guerre mondiale, il l'a refusé, mais je pense qu'on peut comprendre pourquoi. Et je trouve que c'est tout à fait remarquable que ce musée de l'immigration, dont Benjamin Stora, je crois, est toujours le conseiller scientifique, ait le courage d'exposer ce qui n'est quand même pas le plus glorieux des attitudes françaises vis-à-vis des migrants. Et compte tenu du moment dans lequel nous nous trouvons, je pense que c'est extrêmement important. Et les documents sont extrêmement émouvants, puisqu'on a y compris des archives de la police de Paris, des documents secrets de la préfecture et quelques œuvres de Picasso qui sont méconnues. Là aussi encore, que des enseignants emmènent beaucoup de leurs élèves voir cette exposition. Les documents de la police de Paris ne traduisent pas, comment dirais-je, qu'elle est infiltrée par des critiques d'art à un niveau considérable. Lucille Schmitt. Moi, je voulais recommander la lecture d'un livre anglais, en fait, pour nous réconcilier avec la perfide Albion. Ce livre s'appelle The Diary of a Nobody, et c'est un livre extrêmement drôle, parce qu'il faut se rappeler que l'humour fait aussi partie de la culture britannique. Il a été écrit par les frères Grossmith à la fin du 19e, et il met en scène un anti-héros courtelinesque qui s'appelle Pooter. Pooter qui va subir beaucoup d'avanies, puisque lui, il essaie désespérément, il est employé de bureau, il essaie désespérément d'utiliser les codes de l'ascension sociale. Tout s'y oppose, et notamment sa decency, qui en fait se retrouve à chaque fois tourné en ridicule. Il se retrouvera avec un fils en plus qui ne cesse, lui, d'être un semi-délinquant. Et surtout, ça annonce déjà un peu Laurel et Hardy. Il a ses voisins, comings and goings. Vous voyez déjà l'humour qui transparaît, qui sont tout le temps en train d'aller, venir. Tout est en désordre, alors qu'il essaye désespérément d'avoir une espèce de trajectoire verticale pour l'ascension sociale. C'est Courteline au pays de Boris Johnson, et c'est vraiment extrêmement drôle, il faut le lire. Marc-Olivier Padis. Je suis allé au cinéma voir le film de Jacques Audiard, Les Olympiades, avec beaucoup de plaisir. Jacques Audiard nous a habitués à des films
dans lesquels il y avait une intensité dramatique extrêmement importante. Dans celui-ci, au contraire, c'est une chronique de quelques personnages, d'un quartier, et il y a un certain charme justement à être dans cette atmosphère différente. On est dans une ambiance différente parce que dans les co-scénaristes, il y a Céline Sciamma et un Américain qui s'appelle Adrian Tomin, donc ça nous emmène un peu en dehors des univers plus polar et dramatique qu'on connaissait de Jacques Audiard, et surtout toute une présentation, je dirais, des nouveaux codes amoureux qui est extrêmement jeune et rafraîchissante. J'avais dit du bien déjà moi-même de ce film, et c'est la règle de cette émission, chacun peut dire et revenir, mais j'ai trouvé le bien que je voulais dire après l'avoir dit, si je puis dire. C'est-à-dire que j'ai compris le film après. C'est un film sur l'intermittence. C'est l'intermittence de tout, l'intermittence dans sa propre vie, l'intermittence dans son travail, l'intermittence dans son habitat, l'intermittence dans sa sexualité, l'intermittence dans ses amours, et tout ça dans un endroit, les Olympiades, que Jacques Audiard a transformé en nulle part, si je puis dire, et auquel il donnait une vie. Et voilà, après avoir compris, vous savez, il y a une phrase célèbre, je crois, qui était de comment s'appelle-t-il, Frédéric Dard, après la mort de sa fille, où il disait: si nous avions su à quel point nous l'aimions, nous l'aurions aimé davantage. Et bien là, c'est pareil avec ce film. Si j'avais su à quel point je l'appréciais, je l'aurais apprécié davantage. Je remercie une nouvelle fois la communauté de communes Coévron, la ville d'Évron et son maire, Monsieur Ballandreau. Est-ce que j'ai dit qu'Évron était dans Mayenne? Je ne sais pas si je l'ai dit. Je l'ai dit. Il se peut qu'il y ait parmi nos auditeurs un ou deux ignorants qui ne sachent pas qu'Évron est dans la Mayenne. Et bien maintenant, ils le sauront et ils pourront le dire. Je remercie Pierre Bouteloup, le directeur général des services, qui a été la cheville ouvrière de cette venue du Nouvel Esprit Public, cette première sortie du Nouvel Esprit Public hors les murs. Céline Lerouge, Thomas Laroche et Isabelle Patureau, Michael Auchard et Aubin Rabineau. Et puis, je remercie également Christelle Desgrois. Je remercie évidemment Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Pierre Levrel, qui y a contribué également, Benoît Carré, qui en assurera le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau, qui veille au site, Olivier Magloire, qui veille à aux plateformes de financement, Laurie Galigani, qui sera in fine l'ingénieur du son, et Nouvelles Écoutes, et Julien Neuville, qui nous produisent. Merci aussi à tous ceux d'entre vous qui sont venus nous entendre.